Please be seated. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Monsieur le greffier d'audience, pouvez-vous, s'il vous plaît, appeler l'affaire dont nous devons débattre aujourd'hui? Oui, Madame le Président. Situation en République de Côte d'Ivoire. Dans l'affaire Les Procureurs contre Laurent Gbagbo, numéro de l'affaire ICC-0211-0111. Je vous remercie. Avant de commencer l'audience, je souhaite que les parties et les participants se présentent, en commençant par le bureau du procureur, s'il vous plaît. Bonjour Madame la Présidente, Gilles Dutertre. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Reinhold Kalmetzer, Christina Varga, Maria Berdenikova, Hugues Flory, et nous avons l'assistance de notre case manager, Sandra Schutters, derrière moi. Je vous remercie. Les représentants des victimes peuvent-ils également se présenter, s'il vous plaît? Bonjour Madame la Présidente. Le bureau du Conseil public pour les victimes est représenté aujourd'hui par Madame Sarah Pelé, Conseil, Monsieur Enrique Carnero Royo, juriste, et moi-même, Paulina Massida, Conseil principal. Je vous remercie. Je me tourne désormais vers la défense de Monsieur Gbagbo. Est-ce que vous pourriez vous présenter votre équipe, monsieur? Bonjour Madame le Président. Vous connaissez déjà Natacha Fovo-Ivanovic du barreau de Paris, Jennifer Naouri, assistante juridique. Permettez-moi de vous présenter Gaël Buchet, qui est case manager. Et quant à moi, je suis Emmanuel Altit, conseil du président Gbagbo. Madame le Président, bonjour. Sur le banc du greffe aujourd'hui, Daeros Santana de la section de la détention, Isabelle Oseretsuk qui travaille à la direction du service de la Cour et moi-même, Anne-Aurore Bertrand qui travaille comme conseiller en coopération au bureau de Madame le greffier. Je vous remercie. Et la Chambre est représentée aujourd'hui par moi-même, Sylvia Fernandez-Egumondi, juge unique pour la Chambre préliminaire numéro 1. Et je suis assistée de M. Grabovec et M. Pons. Conformément à l'article 63 du statut, la Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention. La Chambre peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci, si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie. La règle 118.2 du règlement des procédures de preuve stipule que la Chambre préliminaire réexamine sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 60, au moins tous les 120 jours. L'audience d'aujourd'hui a été conviée en vertu de ce paragraphe 2, ainsi que du paragraphe 3 de la règle 118 du règlement des procédures et des preuves, selon lequel la Chambre tient une audience au moins une fois chaque année. La juge unique rappelle que cette audience a pour but de fournir aux parties et aux participants l'opportunité de soumettre à la Chambre des observations qu'ils considèrent pertinentes à la question de la détention ou de la mise en liberté de M. Gbagbo, avant que la Chambre ne prenne une décision à cet égard. Je rappelle aux parties, aux participants et au public
que l'audience va se dérouler sur une première session publique où j'entendrai premièrement les observations du bureau du procureur, pas plus de 30 minutes, puis les représentants des victimes, pas plus de 20 minutes, et enfin la défense de M. Gbagbo, pas plus de 30 minutes aussi. Je rappelle aussi qu'après une pause de 30 minutes, l'audience continuera à huis clos en présence uniquement du bureau du procureur, de la défense et de représentants du greffe, afin de débattre des informations et des documents auxquels les représentants des victimes et les publics n'ont pas accès. Par conséquent, j'exhorte les parties à présenter la plupart de leurs observations lors de la session publique et à limiter le débat durant la session à huis clos aux questions confidentielles exclusivement. En outre, je demande à Monsieur le greffier d'audience de bien vouloir enregistrer tous les documents qui seront utilisés à l'audience dans le dossier de l'affaire, conformément à la norme 29 du règlement du greffe. Enfin, pour assurer la célérité des procédures, mais aussi pour que la transcription de cette audience soit complète, je demanderai aux parties et aux participants d'être concis, de parler lentement et de marquer un temps de pause entre les phrases et entre les interventions des différents interlocuteurs. Et je vais me soumettre aussi aux mêmes exigences. Bon, on va commencer alors. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Laurent Gbagbo doit rester détenu ici à La Haye dans le cadre du dossier pour crime contre l'humanité qui lui a été notifié. Que vendredi dernier, la Chambre des appels a confirmé votre décision du 13 juillet dernier, c'est-à-dire la décision qui rejetait la demande de mise en liberté déposée par Laurent Gbagbo sous couvert de l'article 60, paragraphe 2 du statut. La Chambre des appels a conclu que votre décision du 13 juillet, je cite, n'était matériellement entachée d'aucune erreur. Ce faisant, la Chambre des appels a confirmé les conclusions que vous avez rendues au regard des motifs de maintien en détention visés à l'article 58.1b du statut et qui a été contesté par la défense. Laurent Gbagbo devra rester en détention car depuis cette décision du 13 juillet qui a été confirmée, les circonstances n'ont pas changé. Et c'est cela, et uniquement cela, l'objet des débats d'aujourd'hui, les paramètres légaux de notre débat d'aujourd'hui. Y a-t-il des circonstances nouvelles? L'accusation soumet que non. Juste quelques éléments rapides sur cet aspect, Madame la Présidente. Notre audience a en effet lieu aujourd'hui en application de l'article 63 du statut. Elle vise au réexamen de la décision du 13 juillet. Et dans ce cadre, les principes sont clairs et découlent notamment de l'arrêt Bemba, décision 10-19. Premier principe, et je cite l'arrêt Bemba. L'article 60-3 du statut, qui prévoit le réexamen périodique de la décision de maintien en détention, ne fait pas obligation à la Chambre de rendre une décision ab initio.
la Chambre n'a pas à formuler des conclusions sur les circonstances sur lesquelles elle s'est déjà prononcée dans la décision de maintien en détention. Fin de citation, c'était le paragraphe 43. Deuxième principe qui découle de l'arrêt Bemba. Dans ce contexte, le réexamen de la Chambre porte essentiellement sur la question de savoir s'il y a eu une évolution de l'une quelconque des circonstances. La Chambre doit, je cite, déterminer s'il y a eu une évolution dans les circonstances ayant motivé la décision de maintien en détention et s'il existe des circonstances nouvelles ayant une incidence sur les conditions énoncées à l'article 58.1 du statut. Fin de citation, paragraphes 52 et 53. Troisième principe qui découle de l'arrêt Bemba, je cite, le procureur n'est pas tenu d'établir de nouveau des circonstances qui l'ont déjà été. Il doit néanmoins démontrer qu'il n'y a pas eu de changement dans ces circonstances. Fin de citation, paragraphe 51. Dans votre décision du 13 juillet dernier, vous avez décidé que le maintien en détention de Laurent Gbagbo était nécessaire en application des 3 motifs prévus par l'article 58.1b. Et l'accusation soumet que depuis cette date, les circonstances n'ont pas changé. Pas plus qu'il n'y a de faits nouveaux justifiant une modification de votre décision. Et je dirais même bien au contraire, car depuis cette date, l'accusation a découvert de nouveaux éléments de preuve qui corroborent les faits qu'elle vous avait soumis à l'époque. Et je fais référence aux documents que nous avons communiqués hier à l'ensemble des parties et participants et dans le détail duquel je viendrai tout à l'heure. Je finis mon introduction par une remarque. L'accusation a pris note de la conclusion de la Chambre des appels que la condition médicale d'un détenu peut avoir un effet sur les risques prévus à l'article 58.1b. Par exemple, l'aptitude à s'enfuir. Et l'accusation a aussi pris note de la conclusion de la Chambre des appels que la condition médicale d'un détenu pourrait être une raison d'accorder la liberté provisoire sous condition. Très clairement, d'emblée, l'accusation affirme que la condition médicale de Laurent Gbagbo n'a fait pas l'évaluation des risques sur l'article 58AB, pas plus qu'elle ne requiert en soi la liberté provisoire. Mais compte tenu des détails, je réserve mes explications pour la session à huis clos. Je vais maintenant aborder, Madame la Présidente, si vous le voulez bien, chacun des motifs de détention mentionnés dans la décision du 13 juillet, en vous démontrant que les circonstances n'ont pas évolué. Et je précise à ce stade que tous les éléments de preuve et toutes les observations que nous avons soumis à la Chambre lors de la décision du 13 juillet restent valables et d'actualité. Le premier motif de maintien en détention examiné dans la décision du 13 juillet dernier est la nécessité de garantir la comparution de Laurent Gbagbo devant la Cour. À cet égard, Madame la Présidente, votre décision a retenu, au paragraphe 56, que la gravité des charges portées contre Laurent Gbagbo et la durée de la peine de prison qu'il est susceptible d'encourir en cas de condamnation constitue pour lui une incitation de s'échapper. Et au paragraphe 57, vous avez retenu que Laurent Gbagbo apparaît avoir les motivations politiques, de même que les contacts politiques et les fonds pour s'échapper. Force est de constater, Madame la Présidente, que rien n'a changé
s'agissant de la durée de la condamnation encourue et de l'incitation à s'échapper qu'elle constitue. Depuis votre décision du 13 juillet dernier, les charges ont été les mêmes, elles n'ont pas été amendées, la peine encourue est identique. Force est également de constater, Madame la Présidente, que Laurent Gbagbo dispose tout autant maintenant qu'avant de la motivation, des soutiens politiques et des fonds pour s'échapper. Ce point appelle 4 développements. Concernant la motivation de s'échapper, il n'y a notamment aucune information depuis le 13 juillet dernier que Laurent Gbagbo aurait renoncé à sa prétention au pouvoir. Deuxième point, concernant les soutiens politiques, supporters, contacts et liens nationaux ou internationaux que Laurent Gbagbo peut mobiliser pour s'échapper. On constate qu'il continue effectivement de disposer d'un faisceau de supporters en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, organisés autour du Front populaire ivoirien et qui cherche sa libération. Là encore, aucun ne s'est dissocié de lui depuis votre dernière décision. Et j'ajoute même que le document du Front populaire ivoirien qui a été versé hier, communiqué au parti par la Défense, va dans le même sens. Il y est mentionné, page 12, pour donner toutes les chances de réussite au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, le retour de tous les exilés, la relaxe pure et simple de tous les prisonniers politiques et la présence effective du président Gbagbo sont des conditions non négociables. Aucune distance n'est donc prise par le FPI par rapport à Laurent Gbagbo dans ce document tout à fait récent. Et ce document critique même le transfèrement de Laurent Gbagbo à La Haye, tel que décidé par la justice ivoirienne, et je me réfère à la page 10 du document. Quant à l'Union africaine, elle avait appelé, Madame la Présidente, ses États membres à ne pas coopérer avec la Cour s'agissant de procédures concernant des chefs d'État. Là encore, rien n'a changé. Je passe maintenant à la question des fonds. Laurent Gbagbo, Madame la Présidente, continue d'avoir accès à des ressources financières qui lui permettraient de s'échapper. Dans votre décision du 13 juillet dernier, la Chambre avait accordé un certain poids au fait que des actifs appartenant à Laurent Gbagbo ou à sa femme pourraient ne pas avoir été gelés. L'accusation a requis que ces actifs soient gelés. Cela étant, la Chambre des appels a déclaré dans son arrêt de vendredi dernier qu'il n'est pas nécessaire de montrer que d'autres actifs n'ont pas été gelés. Il est suffisant d'inférer de l'existence d'actifs identifiés récemment que M. Gbagbo puisse posséder d'autres actifs qui n'ont pas encore été découverts. Je me réfère au paragraphe 278 de l'arrêt de la Chambre des appels. Ce considérant reste applicable aujourd'hui. Mais par ailleurs, toujours sur le plan financier, sur le plan des moyens pour s'échapper, l'accusation soumet à votre attention le rapport mi-mandat en date du 15 octobre 2012 fait par le groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire mis en place par le Conseil de sécurité. Et qu'est-ce que dit ce rapport ? Il dit notamment 2 choses. Il dit que le comité de pilotage des actions de la diaspora ivoirienne, organisation pro-Gbagbo créée en mai 2011 en Belgique, s'est fixé pour objectif de mener une vaste collecte de fonds en Europe, l'idée étant de collecter 50 € par personne pour financer la lutte contre l'actuel gouvernement. Et il est indiqué que le comité en cause compte confier cette opération à des représentants financiers de l'ancien président Gbagbo. Je me réfère aux paragraphes 73 et 76 du rapport du groupe d'experts. Et le groupe d'experts ajoute qu'il détient en outre des informations et preuves crédibles
concernant un compte bancaire ouvert en France sur lequel seraient déposés des fonds de soutien à l'ancien président Gbagbo. Et vous trouverez cette indication au paragraphe 132 du dit rapport. Outre la motivation, les supports, les fonds, l'accusation considère également, et c'est mon dernier point concernant le risque de fuite, que la Chambre devrait continuer à ne pas donner de poids aux engagements de Laurent Gbagbo, suivant laquelle il comparaîtra devant la Cour. Laurent Gbagbo a réitéré cet engagement hier par écrit, mais l'accusation se réfère à ses précédentes observations. Il y a peu de poids donné à cet engagement. Je passe maintenant, Madame la Présidente, au second motif de maintien en détention examiné dans votre décision du 13 juillet, c'est-à-dire la nécessité de garantir que Laurent Gbagbo ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure. Comme l'a souligné la Chambre d'appel au paragraphe 64 de sa décision de vendredi dernier, l'intention de s'échapper et l'intention de faire obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour ont le même objectif, puisque tous deux ont pour objet d'empêcher le procès de se tenir ou au moins d'être conduit sur la base de tous les éléments pertinents. Il y a donc nécessairement recoupement, Madame la Présidente, entre les preuves relatives à l'intention de s'échapper et les preuves relatives à l'intention de faire obstacle à l'enquête ou à la procédure. En conséquence, je serai très synthétique sur ce deuxième motif de maintien en détention et j'évoquerai très rapidement 3 points seulement. Primo, les conclusions de votre Chambre sur le fait que Laurent Gbagbo apparaît avoir la motivation de faire obstacle à l'enquête sur les crimes prétendument commis restent vraies. Et je me réfère à votre décision du 13 juillet au paragraphe 65. Deuxièmement, M. Gbagbo a une connaissance approfondie de la procédure à son encontre. Dès avant le 13 juillet dernier, l'accusation a communiqué l'ensemble des éléments de preuve sur lesquels elle comptait s'appuyer pour l'audience de confirmation des charges, y compris, à une exception près, le nom de tous les témoins sur lesquels elle comptait s'appuyer. Également, le 13 juillet, elle a communiqué des éléments additionnels de preuve. Dans ce contexte tertio, comme démontré précédemment, M. Gbagbo dispose toujours des contacts et de l'accès à des ressources économiques et des réseaux qu'il peut utiliser pour faire obstacle à l'enquête ou au déroulement de la procédure. Au total, tous les facteurs relevés par votre Chambre le 13 juillet restent d'actualité et il n'y a aucune information qui suggère un changement de circonstances depuis lors. J'en viens maintenant, Madame la Présidente, au troisième motif de maintien en détention examiné dans votre décision du 13 juillet 2012, c'est-à-dire la nécessité de prévenir l'exécution de crimes par Laurent Gbagbo qui relève de la compétence de la Cour. Là encore, l'accusation soumet que toutes les conclusions de la Chambre à cet égard restent vraies aujourd'hui. Au risque de me répéter, M. Gbagbo dispose de réseaux, des supporters, des moyens financiers, des gens qui ont l'armement et l'intention de commettre des actes violents en Côte d'Ivoire avec pour objectif de le réinstaller au pouvoir. Et Laurent Gbagbo pourrait utiliser ces réseaux de supporters et leurs moyens pour commettre de nouveau des crimes relevant de la compétence de la Cour. J'ajoute qu'il ressort des éléments particulièrement intéressants du rapport de mi-mandat du groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire auquel je me suis déjà référé. Et ce rapport nous dit plusieurs choses qui sont pertinentes par rapport à la réitération de crimes relevant de la juridiction de la Cour. Premièrement,
ce rapport indique que de hauts dignitaires du régime de l'ancien président Gbagbo, des miliciens, des combattants et des responsables des FDF ont trouvé refuge dans les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire au lendemain de la crise post-électorale, et que ces groupes sont soupçonnés d'organiser et de financer des opérations militaires en Côte d'Ivoire en recrutant des mercenaires et en achetant des armes. Je me réfère au paragraphe 28 du rapport. Ce rapport indique également, et plus précisément, qu'il s'est tenu le 12 juillet 2012, au Ghana, une réunion à laquelle divers groupes d'exilés partisans du régime de l'ancien président Gbagbo ont décidé d'unir leurs forces pour arrêter un plan d'action commun en vue de reconquérir le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est au paragraphe 29 du rapport en question. Et selon les interlocuteurs du groupe d'experts, il s'agit là d'un réseau bien organisé, capable de planifier et de mener des opérations d'envergure, et qui serait en train de revoir ses objectifs politiques et militaires. Vous trouverez cela au paragraphe 31. L'annexe 8 à ce rapport illustre le caractère militaire de l'organisation en question et liste ses principaux membres. Je me réfère au paragraphe 30 et à la page 108 du rapport. Et l'annexe 7 à ce rapport énumère les attaques commises en Côte d'Ivoire en 2012 et attribuables au groupe pro-Gbagbo. Sur une trentaine d'incidents, cette liste contient plus d'une vingtaine d'incidents qui peuvent leur être attribués et dont une partie est survenue après le 13 juillet 2012. Cela a occasionné des morts, des viols, des blessés et des déplacements de population. Vous verrez cela au paragraphe 30 ainsi qu'à la page 107. Pour attaquer sans doute la crédibilité de ce rapport, la Défense a produit un certain nombre de documents ce matin à l'effet de montrer que les partisans de Laurent Gbagbo sont en détention, tandis que d'autres nieraient les faits, et qu'il y a peut-être des incidents qui ont d'autres causes que celles que je viens de mentionner. Mais il ne fait nul doute, Madame la Présidente, que Laurent Gbagbo a de nombreux supporters. Quant aux dénégations, la Chambre appréciera. Je rappelle que le rapport est un rapport d'experts, qu'il s'agit d'un rapport intérimaire, non final. Et, je souligne cet élément légal, ce qui justifie le maintien en détention d'une personne en vertu de l'article 58.1b, je me réfère à la Chambre des appels, et que cette détention doit apparaître nécessaire. Et la question touche à la possibilité et non à la certitude qu'un événement survienne à l'avenir. C'est dans l'affaire Katanga Ngudjolo, la décision numéro 572 au paragraphe 21. Autrement dit, il est suffisant que la possibilité existe que tous ces groupes soient partis à ces troubles. Les trois motifs de maintien en détention au regard de la 58.1b étant toujours valables, Madame la Présidente, est-ce que pour autant une mise en liberté sous condition pourrait être envisagée? La réponse de l'accusation est nette, non, Madame la Présidente. Compte tenu des éléments sus-évoqués, des éléments existants à l'époque, des éléments additionnels apportés aujourd'hui, il est vrai, aujourd'hui comme en juillet 2012, qu'il n'y a pas de conditions qui permettent d'atténuer les risques visés à l'article 58.1b si Laurent Gbagbo devait être mis en liberté. Les circonstances restent les mêmes et les risques ne peuvent être effectivement gérés que si Laurent Gbagbo reste détenu ici à La Haye. Rien n'a changé dans les circonstances qui justifient notre approche et la Chambre des appels a entériné cette approche. La Chambre des appels, vendredi dernier, a même retenu que votre Chambre ayant rejeté la possibilité d'une liberté avec conditions, elle n'avait pas obligation d'examiner les garanties offertes par un État qui accueillerait potentiellement Laurent Gbagbo. Pour les besoins de la présente audience aujourd'hui, l'accusation soumet donc qu'il n'y a nul besoin d'aborder toute nouvelle garantie qui pourrait être offerte par tel ou tel État et communiquée par la Défense.
Nous avons reçu un document ce matin. On constate de manière assez subsidiaire que ces garanties sont les mêmes que celles qui avaient été fournies auparavant, mais qu'elles sont juste simplement un peu plus détaillées. De manière générale, l'accusation se réfère à ces observations concernant leur caractère insuffisant. Plus détaillées, elles ne sont pas davantage suffisantes aujourd'hui. En tout état de cause, même si la Chambre devait examiner ces conditions, elle devrait aussi solliciter les vues de la République de Côte d'Ivoire conformément à la norme 119, paragraphe 3. Laurent Gbagbo reste accusé en Côte d'Ivoire pour des faits différents et la République de Côte d'Ivoire a le droit de le poursuivre pour cela et de solliciter sa comparution devant une cour nationale s'il devait être remis en liberté. Au total, Madame la Présidente, l'accusation soumet que Laurent Gbagbo doit rester en détention. Toutes les raisons qui ont justifié votre décision de maintien en détention du 13 juillet dernier restent valables. Aucune circonstance nouvelle ne justifie qu'elle soit modifiée et les garanties qui pourraient être offertes ne sont pas suffisantes pour gérer les risques d'une éventuelle mise en liberté de l'intéressé. Je me réserve pour la période à huis clos en ce qui concerne les aspects médicaux de cette question. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je vais donner la parole maintenant à Madame Massida. Vous avez la parole, Madame. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je souhaite tout d'abord, Madame la Présidente, m'associer aux arguments du bureau du procureur en ce qui concerne le fait que les conditions de détention, les conditions qui amènent à la détention de M. Gbagbo ne sont pas changées à aujourd'hui. Je limiterai donc mes observations à certaines questions qui nous ont été référées directement par les victimes en Côte d'Ivoire et sur certaines questions qui concernent plus précisément leurs intérêts personnels. Nous vous remercions, Madame la Présidente, tout d'abord de cette invitation faite aux victimes d'intervenir sur la question du maintien en détention ou de la mise en liberté de M. Gbagbo. En effet, cette question concerne sans conteste leurs intérêts personnels. Elle regrette simplement que cette audience se tient à l'absence du suspect. L'intervention des victimes sera malheureusement limitée, Madame la Présidente, et ce, pour deux raisons principales. La première, les victimes n'ont connaissance que d'un nombre limité d'éléments concernant les procédures relatives aux demandes de mise en liberté du suspect, puisque ces procédures sont classées confidentielles. Dès lors, les seuls éléments à leur disposition sont contenus dans les versions publiques expurgées de la décision rendue par votre Chambre le 13 juillet dernier et de l'arrêt de la Chambre d'appel de vendredi dernier. Deuxièmement, par ailleurs, au vu de ces éléments, il semblerait que la procédure relative à la mise en liberté du suspect se confond avec celle relative à son état de santé. Mais là encore, vous n'êtes pas sans savoir que les victimes n'ont pas accès aux éléments essentiels de ce partie procédurale qui est toujours pendante devant la Chambre préliminaire. Je me permets incidentalement, Madame la Présidente, de rappeler qu'en tant que représentant légal des victimes dans la présente affaire, l'équipe du Bureau du Conseil public pour les victimes est liée par le Code de conduite professionnelle des conseils et que, nonobstant la sensibilité des informations relatives à l'état de santé de M. Gbagbo, il serait souhaitable
et même nécessaire que le représentant légal des victimes soit dûment informé de cette question, qui se trouve placée au cœur même de l'ensemble des procédures liées à l'affaire, sans quoi les victimes ne pourraient faire valoir leur droit à participer de manière effective à la procédure, puisqu'elles sont de facto privées de la possibilité de faire valoir leurs intérêts personnels. Et c'est d'ailleurs, Madame la Présidente, une préoccupation constante des victimes, qui ne cessent de nous contacter pour avoir des explications quant à l'opacité des procédures devant la Cour. Or, concernant la procédure de mise en liberté ou de maintien en détention, cette opacité est d'autant plus difficilement compréhensible que la règle 119.3 du règlement de procédure et d'épreuve prévoit que, je cite, « Avant de modifier des conditions restrictives de liberté, la Chambre préliminaire demande aux victimes qui ont communiqué avec la Cour au sujet de l'affaire en cause et auxquelles, de l'avis de la Chambre, la mise en liberté ou les conditions imposées pourraient faire courir un risque, de les présenter leurs observations. » Fin de citation. Or, l'ensemble des éléments concernant les conditions d'une possible mise en liberté sur le territoire d'un État inconnu à l'instant aux victimes sont confidentiels. De lors, ne peuvent pas être discutés par les victimes, alors même que cette question concerne directement leurs intérêts. Les victimes s'interrogent donc sur la légitimité de garder ces informations confidentielles à la lumière de la règle 119.3. À cet égard, je souhaite rappeler que dans l'affaire Bemba, le Bureau, en tant que représentant légal, a eu accès à tout document relatif à une possible modification des conditions de détention dans des circonstances similaires à la présente affaire, lorsque la défense avait en effet demandé la mise en liberté du suspect dans un pays d'accueil. Or, la défense de M. Gbagbo a anticipé dans sa requête du 25 octobre dernier qu'elle entend soumettre à la Chambre aujourd'hui des informations relatives aux garanties proposées par l'État d'accueil ainsi que les modalités d'exercice d'une possible liberté provisoire. Sur cette question, je souhaite d'abord noter que la défense considère que ces informations doivent demeurer confidentielles, je cite, pour des raisons évidentes, et que l'engagement du pays d'accueil doit aussi rester, et je cite à nouveau, secret pour des raisons diplomatiques et de confidentialité des rapports officiels entretenus par la Cour avec les gouvernements. Toutefois, il revient éventuellement à l'État d'accueil, et non à la défense, de se prononcer sur la question de savoir si effectivement les dites informations peuvent être divulguées au représentant légal des victimes. En tout état de cause, la règle 119 est claire et prévoit la possibilité pour les victimes qui ont communiqué avec la Cour, et donc même une catégorie plus vaste des victimes ayant été autorisées à participer à la procédure, de faire des observations sur cette question. Et c'est là pour une raison très simple. Parce que même dans un éventuel pays d'accueil, les victimes pourraient être exposées à des risques. En effet, nombreuses victimes ont fui la Côte d'Ivoire après les événements de 2011, et ce, afin de se sentir davantage en sécurité et également dans une tentative de mettre de côté certains souvenirs pour elles trop douloureux. La plupart d'entre elles sont ainsi parties trouver refuge dans des pays voisins de la Côte d'Ivoire, sur le continent africain ou ailleurs. La requête de la défense, lue à la lumière de ces derniers éléments, fait ainsi fortement craindre aux représentants légaux l'impact
qu'une décision de mise en liberté provisoire dans un état d'accueil aurait, notamment sur ces victimes, si, le cas échéant, cet état devait être un pays dans lequel les dites victimes ont trouvé refuge. Concernant la règle 119.3, puisque la dite norme fait obligation à la Chambre compétente de consulter les victimes auxquelles la mise en liberté ou les conditions imposées pourraient faire courir un risque, a fortiori, les dites conditions devaient être fixées préalablement à toute décision de mise en liberté elle-même, connue par les victimes, faute de quoi elles ne seront pas en mesure de formuler des observations conformément à la règle 119. En l'état actuel des choix stratégiques de la défense, qui souhaite aborder des questions disparates dans le cadre de l'examen périodique de la décision de maintien en détention de suspects, les victimes se trouvent dans l'impossibilité d'exercer les droits qui leur sont conférés en vertu du statut de Rome. Ceci étant dit, et en l'état de leur connaissance, les victimes souhaitent faire les observations suivantes. Comme le rappelait le bureau du procureur, la présente audience a pour objet de vérifier si les critères fixés à l'article 58.1 du statut de Rome continuent d'être remplis. Dans l'affaire Lubanga, la Chambre d'appel a déjà précisé, je cite, « La décision de maintenir une personne en détention ou de la libérer, visée à l'article 62, lu en conjonction avec l'article 58.1 du statut, ne relève pas de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Selon que les conditions énoncées à l'article 58.1 du statut continuent ou non d'être satisfaites, la personne détenue est maintenue en détention ou est mise en liberté. » Je me réfère, Madame la Présidente, à l'arrêt dans l'affaire Lubanga 824, dans sa traduction française, au paragraphe 134. Dans l'affaire Bemba, toujours la Chambre d'appel a également établi, je cite, « Lorsqu'elle examine si les conditions énoncées à l'article 58.1 sont toujours remplies, la Chambre préliminaire peut, au terme de la troisième phrase de l'article 60, modifier sa décision si elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie. L'élément évolution des circonstances signifie soit que certains faits ou tous les faits ayant motivé une précédente décision de maintien en détention ont changé, soit qu'un fait nouveau convainc la Chambre qu'il y a eu lieu de modifier sa précédente décision. » Fin de citation. Arrêt 631 dans sa version expurgée, version française, paragraphe 60. Au vu des éléments portés à la connaissance des victimes et de la décision de la Chambre d'appel du 26 octobre dernier, les victimes sont convaincues que le maintien en détention de M. Gbagbo est nécessaire pour garantir qu'il comparaisse à l'audience de confirmation de charge, qu'il ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en compromettra le déroulement, et qu'il ne poursuivra pas l'exécution des crimes pour lesquels le mandat d'arrêt a été émis. Les victimes rappellent, Madame la Présidente, que M. Gbagbo est poursuivi pour 4 chefs de crimes contre l'humanité: meurtre, viol et autres violences sexuelles, actes de persécution, autres actes inhumains, qui auraient été perpétrés dans le contexte des violences post-électorales survenues sur le territoire de Côte d'Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. La gravité des crimes pour lesquels le suspect est poursuivi a déjà été reconnue par la Chambre d'appel comme un facteur important en matière de maintien de détention.
Je cite simplement quelques décisions. Affaire Lubanga, décision 824, paragraphe 136. Affaire Mbarushimana, décision 283, paragraphe 21. Affaire Katanga Njolo Chui, déjà citée d'ailleurs par le bureau du procureur, décision 572, paragraphe 21. À cet égard, je souhaite également rappeler que l'article 68 du statut de Rome met l'accent également sur la nature du crime. Je cite, « Lorsque celui-ci s'accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences contre les enfants. » Fin de citation. Dans le cas d'espèce, un grand nombre de violences reprochées aux suspects ont bien un caractère sexuel, voire sexiste, et certains ont été commises sur des mineurs. En ce qui concerne les ressources financières à disposition de M. Gbagbo, la Chambre d'appel, dans son arrêt du 26 octobre, a d'ores et déjà établi que le réseau sur lequel M. Gbagbo peut s'appuyer est sans conteste actif et que sa simple existence est pertinente à l'espèce. Il s'agit du paragraphe 59 de l'arrêt du 26 octobre dernier. Les victimes insistent également sur le fait que M. Gbagbo a eu, comme confirmé par le bureau du procureur tout à l'heure, accès à un grand nombre d'éléments à charge et à décharge au cours des mois qui se sont écoulés depuis la décision initiale de maintien en détention. Et là également, la Chambre d'appel a déjà établi que ceci constitue un facteur important lors de l'étude de critères établis à l'article 58.1b petit 2 du statut de Rome. Critères d'ailleurs également repris à nouveau par la Chambre d'appel dans son arrêt du 26 octobre au paragraphe 65. Par ailleurs, en ce qui concerne le deuxième critère de cette disposition, il est difficile aux victimes de pouvoir se positionner sur la question en l'absence d'informations relatives aux témoignages présentés précédemment devant la Chambre préliminaire. Mais l'existence même de ce réseau important de supporters et le fait que celui-ci milite ardemment pour le retour au pouvoir du suspect ferait craindre aux victimes une poursuite ou une reprise des crimes pour lesquels le mandat d'arrêt a été émis par la Chambre préliminaire. À cet égard, les victimes rappellent que si leur identité semble être protégée, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne sont pas en sécurité, puisqu'elles sont facilement identifiables dans le contexte de la présente affaire, et donc facilement accessibles. Dès lors, il nous semble que le risque de subornation des victimes et de mise en danger de leur sécurité et même de leur vie sont réels. Enfin, il convient de noter que les opinions dissidentes des juges Uzashka et Kurula concernent uniquement le défaut de raisonnement de la décision, mais ne concernent pas les conclusions per se de la Chambre d'appel. Les victimes sont confiantes, Madame la Présidente, dans le fait que l'audience d'aujourd'hui permettra de justifier incontestablement le maintien en détention de M. Gbagbo. Dès lors, les victimes sont d'avis que la détention de M. Gbagbo doit être maintenue puisque les conditions prévues à l'article 58.1 du statut continuent d'être remplies et qu'aucun changement n'est intervenu depuis la dernière décision de la Chambre à la matière du mois de juillet. Les victimes insistent sur le fait que les questions relatives à l'état de santé de M. Gbagbo font l'objet d'incidents procéduraux nombreux et séparés actuellement sub iudice. Les victimes rappellent qu'en dépit de la confidentialité de tous les éléments concernant l'état de santé du suspect, elles n'ignorent rien de la condition médicale
avérée ou non, de ce dernier, puisque ses détracteurs les utilisent déjà en marge des élections de 2000 pour expliquer son inhabilité à diriger le pays en cas de victoire aux élections présidentielles. Or, force est de constater que cette condition ne l'a pas empêché d'exercer ses fonctions présidentielles pendant près de 11 ans. Les victimes demandent donc, Madame la Présidente, à la Chambre de confirmer que les conditions prévues à l'article 58.1 continuent d'être remplies en l'espèce et que M. Gbagbo doit donc rester en détention. Je vous remercie. Et au procureur, puisqu'il s'agit de deux débats tout à fait différents, il lui est difficile de se battre sur deux fronts à la fois. C'est pourquoi je vais dire un mot des observations des victimes, mais avec votre permission, me réserve la possibilité d'y revenir un peu plus tard au cours de l'audience à huis clos. Concernant les observations des victimes, encore une fois, il s'agit pour leurs représentantes d'obtenir la communication de documents en effet confidentiels, en effet couverts par différents types de confidentialité. Et ce n'est pas la défense qui détermine le degré de confidentialité. C'est l'émetteur du document, le rédacteur du document. Et c'est normal. Mais je note que si l'on donnait raison aux victimes, alors elles prendraient la place qu'elles cherchent depuis le début de cette procédure, c'est-à-dire la place de partie civile, de partie à part entière. Or, ce n'est pas là leur statut, car cela conduirait à un déséquilibre considérable de la procédure et par conséquent à l'inéquité de la procédure. Cela dit, des victimes, il y en a eu beaucoup au cours de ces événements malheureux, tragiques. Il y en a eu de tous les côtés. Il y a aujourd'hui des exilés dans tous les pays alentours. Ces exilés sont de toutes origines, de toutes confessions et de toutes opinions. Je crois que l'on ne peut se contraindre à voir cet aspect des choses sous un seul angle. Il faut, comme l'a fait le président Gbagbo, et comme l'ont fait d'autres responsables ivoiriens, savoir s'incliner devant les souffrances, et il faut savoir aussi comprendre ce qui ressort d'une procédure et des droits d'un individu. Parce que ici, nous parlons des droits d'un individu. C'est ça une procédure pénale. Alors, si vous permettez, Madame le Président, je voudrais dire un mot des allégations du procureur avant d'en venir au cœur de notre débat, c'est-à-dire à l'examen combiné des dispositions des articles 60 et 58. Le procureur vient de se faire l'écho d'un certain nombre d'accusations portées par les autorités ivoiriennes. Certaines de ces accusations ont été reprises par des experts indépendants dans le rapport qu'il mentionnait à l'instant. Et uniquement dans ce rapport, car, que nous a dit le procureur? Il nous a cité le rapport. Il a cité le rapport, pas tout à fait in extenso, mais en réalité, il n'a cité que le rapport. Or, ces allégations ne sont pas étayées, encore moins prouvées. Plus même, elles apparaissent fausses à nombre de spécialistes. Et je prends 3 exemples. Les incidents à la frontière ivoiro-libérienne. Ils n'ont rien de politique. Il s'agit d'une guerre pour la terre, il s'agit d'une guerre pour le cacao. Il s'agit de populations autochtones qui ont été chassées et de populations nouvelles avec lesquelles elles sont en conflit. Et je vous renvoie à l'excellent article du Monde diplomatique de septembre dernier. Les incidents d'Abidjan.
fort probablement, comme le relève Amnesty International, des règlements de compte entre groupes rivaux des FRCI pour le contrôle d'un quartier, pour le contrôle d'un stock d'armes. Qu'en sait-on? Le prétendu réseau pro-Gbagbo, que dénoncent à longueur de temps les autorités ivoiriennes, où sont les preuves? Lorsqu'il s'agit d'apporter des preuves, comme très récemment au Ghana, où un ancien ministre du président Gbagbo a été arrêté, accusé par les autorités ivoiriennes, eh bien, elles en sont incapables. Et le juge ghanéen a relâché cet ancien ministre en constatant qu'il n'avait pas reçu les preuves, qu'il avait les éléments, même pas les preuves, mais les éléments pouvant laisser penser qu'il y aurait eu crime. Des allégations non étayées. Et c'est tout le problème du rapport dont parle le procureur. Pour prouver l'existence d'un réseau au Ghana, les experts, qui sont des experts indépendants, Madame le Président, des experts indépendants, les experts ont repris des accusations des autorités ivoiriennes, selon lesquelles des réunions entre opposants auraient eu lieu. Mais les participants à ces réunions ont démenti. Et pour certains, ils ont prouvé qu'ils ne pouvaient pas être dans le pays. Quant aux relations entre les exilés et des groupes de rebelles maliens, par exemple, elle est du domaine de la spéculation pure. Il n'y a rien dans le rapport, rien qui ressemble à un début de preuve. Enfin, il a été question de fonds qui seraient destinés au président Gbagbo ou à ses supporters. Rien dans le rapport non plus. Il y est question, vaguement, d'un éventuel détournement au sein d'une société. Or, cette société est dirigée par des proches d'Alassane Ouattara. Si on lit attentivement le rapport et qu'on écarte tout ce qui est rhétorique contre les pro-Gbagbo, on doit constater que les experts mettent en avant d'autres éléments pour expliquer certaines difficultés du pays. La présence de nombreux groupes armés des anciennes forces rebelles, l'insécurité entretenue, surtout dans le nord, par les chefs de guerre, les anciens alliés d'Alassane Ouattara. Car ce rapport comporte néanmoins des éléments solides, notamment à propos du trafic d'armes auquel se livrent les autorités ivoiriennes, du trafic de diamants, du trafic de bois et du système de racket généralisé dans le nord du pays. Pour finir sur ce point, Madame la Présidente, il convient de rappeler, comme l'a dit le porte-parole de l'ONUCI, officiellement, que l'opinion de ces experts n'engage que ces experts. Et puis surtout, en quoi le président Gbagbo serait-il concerné? En quoi serait-il concerné si se tient une réunion entre exilés dans un pays lointain? Il ne peut être tenu pour responsable de ce que font tous les exilés. Il ne peut être tenu pour responsable ad vitam aeternam de ce qui va mal en Côte d'Ivoire. Plus qu'à des allégations non fondées, intéressons-nous aux faits, à une situation précise, celle d'un homme enfermé depuis 18 mois. Vérifions ensemble, si vous voulez bien, si la détention, qui doit toujours être exceptionnelle, est justifiée aujourd'hui. Le plus simple, Madame le Président, me semble de reprendre, en suivant le procureur, les conditions de l'article 58, 1b, pour vérifier dans quelle mesure nous disposons aujourd'hui d'éléments susceptibles de nous convaincre que le maintien en détention n'est plus nécessaire, élément dont nous ne disposions pas le 13 juillet 2012. Comme nous nous trouvons en audience publique, je vais aller vite. Mais je souhaiterais revenir ensuite sur certains des points soulevés qui me paraissent cruciaux. La première question qu'il convient de poser est de savoir si la détention du président Gbagbo apparaît nécessaire aujourd'hui pour garantir sa comparution. Or, nous avons des éléments nouveaux.
Le procureur rappelait que le 17 avril dernier, le président Gbagbo n'avait pas hésité à s'engager par écrit à comparaître devant la Cour et qu'il a réitéré cet engagement hier. Mais surtout, Madame le Président, cette volonté affirmée, réaffirmée, nous a été confirmée par les experts. J'y reviendrai, si vous voulez bien, lorsque nous serons à huis clos. Et c'est à cette lumière qu'il faut juger de l'engagement écrit du président Gbagbo, engagement réitéré. L'analyse des experts conforte ce que le président Gbagbo a exprimé à travers ses actions. À aucun moment il n'a cherché à s'enfuir, même sous les bombes. Il a toujours déclaré qu'il voulait s'expliquer et il n'a jamais mis en cause la légitimité de la Cour. Aujourd'hui, après presque un an aux Pays-Bas, il n'a jamais dévié de cette ligne de conduite. Nous savons aujourd'hui, grâce à des experts chevronnés, que la volonté du président Gbagbo est profonde et va au-delà des mots. C'est sa ligne de conduite et c'est ce qui lui permet de tenir. Il s'agit donc d'un fait, il veut comparaître et sa volonté est aujourd'hui sans équivoque. Ainsi, l'allégation du procureur selon laquelle le président Gbagbo aurait l'intention de s'enfuir est-elle contredite par les nouveaux éléments dont nous disposons aujourd'hui? Mais en plus, elle ne repose sur rien. Pour quelles raisons voudrait-il s'enfuir? Le procureur nous explique qu'il voudrait se saisir du pouvoir. Se saisir comment du pouvoir? Et où est-ce qu'il irait s'il s'enfuyait? Pourquoi ne pas essayer de réfléchir? C'est le président Gbagbo. Il va s'enfuir où? Et comment? Essayons de voir la réalité des choses. Deuxième point, il n'en a pas les moyens. Le procureur avançait le 4 juin dernier que lors de son enquête, il avait recueilli des documents portant sur l'existence de 2 comptes bancaires supplémentaires, des comptes joints, appartenant au président et à sa femme. Je note d'ailleurs que les éléments transmis par le procureur dataient de 2007. Alors, on ne sait pas si les sommes qui sont mentionnées sont toujours actuelles. Enfin, le seraient-elles? Qu'elles sont de 100 000 euros, 16 000 euros pour un compte et 80 000 euros et quelques pour un autre compte. 100 000 euros. Pas de quoi faire la révolution. Et puis ces comptes dont nous parlait le procureur, il nous disait à l'époque qu'ils étaient en voie d'être gelés. Donc, probablement sont-ils gelés maintenant. Le procureur nous parlait tout à l'heure du compte ouvert par un groupe dont il ne manifestement connaît pas plus que moi l'identité, à Paris, destiné, semblerait-il, à soutenir on ne sait trop quoi. Où sont les preuves? Qui sont les détenteurs de ce compte? Quel montant? Ce sont des allégations. Or, nous ne pouvons pas nous appuyer sur des allégations. Il s'agit de la vie d'un homme. Il s'agit de détention. Plus le temps passe, moins il existe de chances que le président Gbagbo dispose de ces comptes dont on n'a jamais rien su, qui seraient cachés. Chaque jour qui passe diminue la probabilité qu'il existe des comptes cachés. Et aujourd'hui, objectivement, le manque de preuves apportées par le procureur est une forme de preuve à contrario. Objectivement, la probabilité qu'il existe un compte caché est proche de 0. Nous avons parlé des éléments concernant le compte du groupe plus ou moins inconnu à Paris, du détournement de fonds impossible à la société Petrosi dont parlent les experts, société dirigée par des proches d'Alassane Ouattara.
président Gbagbo n'a aucun moyen. Aucun moyen. Et puis, son état de santé, c'est le troisième point, conforte son incapacité à s'enfuir. Je n'y reviens pas ici, Madame le Président, nous sommes en séance publique. Vous savez, nous savons tous à quoi je fais référence. Permettez-moi simplement de rappeler les enjeux concernant son état de santé, qu'il faut garder à l'esprit. Parce que toute décision doit se prendre en fonction des conséquences possibles de cette décision sur son état de santé. Ce n'est pas seulement de dire il sort pas. Bon, ce n'est pas la même chose. Il faut réfléchir. Et il aurait été peut-être bon que le procureur le fasse, de manière à ce qu'on ait une vraie discussion sur les conséquences d'un maintien en détention. Je ne m'y appesantis pas, parce que nous ne sommes pas en séance à huis clos, mais je voudrais le dire quand même. C'est notre responsabilité d'y penser. C'est ce que nous dit la Chambre d'appel. La condition médicale d'une personne détenue peut avoir un effet sur les risques couverts par l'article 58.1b en les diminuant ou en les faisant disparaître. Non seulement nous devons penser aux conséquences médicales d'un maintien en détention, mais encore nous devons évaluer, à la lumière de ce que nous dit la Chambre d'appel, si le risque dont on parle existe vraiment. Il est donc du devoir et de la responsabilité de la Chambre et des parties de prendre désormais en compte, dans ce débat sur l'évaluation des risques, les nouveaux éléments médicaux dont nous disposons. Ces deux éléments combinés, le manque de moyens financiers et l'état de santé, nous donnent aujourd'hui une vision très différente de la situation. Rappelons que l'objectif du maintien en détention est d'assurer la comparution de l'intéressé. Et cette comparution doit être possible tout au long de la procédure. Et puis enfin, Madame le Président, nous avons désormais une vision beaucoup plus claire de ce que seront les modalités d'exercice de la liberté provisoire du président Gbagbo. Là non plus, je n'y reviens pas ici, mais j'espère que nous pourrons en parler de manière détaillée tout à l'heure, parce que c'est tout à fait fondamental. Et nous avons reçu, en effet, nous l'avons transmis au procureur, des éléments utiles, fondamentaux, qui, je crois, devraient donner à la Chambre toutes les garanties qu'elle pourrait souhaiter. Sur la condition concernant l'obstruction à l'enquête ou à la procédure. Concernant l'obstruction à l'enquête et l'obstruction éventuelle aux procédures, là aussi, je crois qu'il sera important que nous discutions des garanties que nous avons reçues et transmises. Voilà ces garanties qui peuvent efficacement empêcher toute interférence. Il s'agit là, Madame le Président, d'une évolution considérable de la situation qu'il faut impérativement prendre en compte. Rappelons que la détention est la mesure ultime qui doit être appliquée uniquement quand aucune autre mesure ne permet d'atteindre l'objectif voulu. Dans le cas d'espèce, le même objectif peut être atteint par la mise en liberté surveillée dans les conditions particulières dont nous parlerons. Un mot sur l'argumentation du procureur. Ce soi-disant réseau, dont on est bien en peine de trouver une quelconque preuve, il ne le distingue pas du FPI. Et le FPI, c'est un parti légal, c'est un parti qui est en discussion avec les autorités ivoiriennes, dans, naturellement, l'idée de la réconciliation. En quoi l'existence du FPI pourrait
pourrait-elle constituer un danger? Je note ce qu'avait dit le procureur tout à l'heure. Son argument principal, je cite, j'espère avoir bien pris en note. Nul doute que le président Gbagbo a de nombreux supporters. C'est ça l'argument du procureur. Oui, il a des supporters. Bien entendu, il a des supporters. C'est une personnalité politique. Ce n'est pas un crime. Il faut que le procureur nous prouve qui parmi ses supporters aurait des intentions malveillantes et en quoi cette personne serait reliée au président Gbagbo. Évidemment, il ne le fait pas. Il est plus simple de dire qu'il existe un réseau. Il existe un réseau vague, un groupe de personnes non identifiées, et voilà le danger. Mais ça ne peut pas être un argument pour nous qui faisons du droit. Et encore une fois, s'il existait un tel réseau, encore faudrait-il que le procureur prouve que le président Gbagbo est lié à ce réseau. La Chambre d'appel a bien jugé dans l'affaire Bemba qu'il doit y avoir un lien entre la personne détenue et le risque d'obstruction. Ce qui veut dire que le risque d'obstruction doit émaner de la personne détenue. Or, ce n'est pas le cas ici. Le procureur ne prouve rien, et cette absence de démonstration a été soulignée par le juge Erki Kurula dans son opinion. De mon point de vue, dit-il, l'argumentaire n'est pas suffisant pour démontrer qu'il existe un risque que M. Gbagbo pourrait faire obstacle ou mettre en danger les investigations et les procédures de la Cour. Et puis, le président Gbagbo l'a dit lors de l'audience de première comparution, il veut que le processus ait lieu. Il veut pouvoir s'expliquer. Si l'on m'accuse, a-t-il dit, c'est qu'on a des éléments de preuve. Je vais les confronter à ma vérité à moi, et puis vous jugerez. Depuis cette première comparution, le président Gbagbo a pu prendre connaissance des preuves du procureur et de l'identité de certains de ses témoins. Le procureur peut-il citer un seul acte émanant du président Gbagbo montrant un quelconque désir de faire obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour ou d'en compromettre le déroulement? En session à huis clos, je me référerai aussi à certains des éléments que vous connaissez qui vont dans ce sens naturellement. Et nous parlons bien de nouvelles circonstances. Le procureur, concernant ces nouvelles circonstances, ne prouve rien. L'expérience des 10 mois qui viennent de s'écouler montre aussi que le président Gbagbo a toujours suivi cette ligne. Et par conséquent, nous avons aujourd'hui la preuve qu'il ne veut pas faire obstacle à l'enquête. Sur le troisième point, Madame le Président, sur la continuation des crimes, je note tout d'abord qu'une personne ne peut être maintenue en détention parce qu'il y a un risque et que d'autres personnes commettent des crimes. Le maintien en détention sous 58.1c du statut est justifié seulement si un risque existe que la personne détenue poursuivra la commission du crime. Maintenir en prison une personne pour éviter que d'autres commettent des crimes revient à la considérer comme un otage. Par ailleurs, le raisonnement du procureur ne dit pas que la plupart des membres de l'ancienne administration, dont les chefs militaires ont été soit emprisonnés, parfois dans des conditions terribles, soit promus par le président Ouattara. Sur la notion de crime, de ces crimes pouvant être commis, la Chambre d'appel nous le dit précisément, il devrait être similaire à ceux pour lesquels M. Gbagbo est poursuivi devant la Cour. Le raisonnement du procureur est le suivant. 1. Il prétend que le président Gbagbo a l'intention de reprendre le pouvoir. 2. Il prétend que le président Gbagbo a la volonté de se saisir du pouvoir par la force. 3. Considérant que le président Ouattara dispose d'un appui populaire, il en infère
qu'il y aurait dans ces circonstances des combats. 4, que ces combats conduiraient à des crimes de masse. Ce sont des hypothèses. Ce sont des hypothèses, une accumulation d'hypothèses. Et puis ce raisonnement pêche par le fait que se saisir du pouvoir ou se maintenir au pouvoir par la force n'est pas en soi un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Quant à d'éventuels crimes qui seraient la conséquence d'une situation insurrectionnelle, leurs auteurs devraient être poursuivis selon les règles de la responsabilité. Dans cette hypothèse, faire du président Gbagbo le seul responsable et donc le seul coupable conduirait à cette situation absurde de permettre qu'il soit poursuivi pour les crimes commis et par un camp et par l'autre. Donc le raisonnement du procureur ne tient pas. D'autant que la situation a changé, que le président Gbagbo ne dispose plus de l'autorité d'un chef d'État. Dernier point, Madame la Présidente, sur la liberté conditionnelle. Si la Chambre devait considérer que les conditions de l'article 58.1b sont remplies, elle devrait néanmoins examiner la question de la liberté sous l'angle de la liberté conditionnelle, puisque désormais, la question de l'état de santé doit être prise en considération. Et c'est ce que nous dit la Chambre d'appel. La condition médicale d'une personne détenue peut constituer une raison pour que la Chambre préliminaire prononce une liberté provisoire assortie de conditions, et elle précise, quand un État a offert d'accueillir une personne détenue et de mettre en œuvre des conditions, il incombe à la Chambre préliminaire de considérer une liberté conditionnelle. L'état de santé du président devrait donc être une raison pour que la Chambre préliminaire puisse décider une liberté provisoire avec des conditions. Surtout que, comme le rappelle la Chambre d'appel, si la décision de la Chambre préliminaire rejetant la liberté conditionnelle pour raison médicale pouvait se comprendre à l'époque, puisque la Chambre ne disposait pas du rapport des médecins. Aujourd'hui, une telle décision peut être prise de manière éclairée. La Chambre d'appel nous dit, en conséquence, au moment de la prise de la décision attaquée le 13 juillet 2012, la question de la santé de M. Gbagbo et de sa capacité à être jugé n'était pas tranchée. Par conséquent, la Chambre d'appel considère que toute décision par la Chambre préliminaire sur la mise en liberté de M. Gbagbo, basée sur des raisons médicales, aurait été prématurée. Aujourd'hui, la question n'est plus prématurée. Nous avons aujourd'hui tous les éléments que nous n'avions pas lors du premier débat. Des éléments juridiques grâce à la Chambre d'appel, les rapports des experts et les éléments que nous avons transmis ce matin. Dans ces conditions, il apparaît à l'équipe de défense que la liberté provisoire puisse et doivent être prononcées. Permettez-moi de vous rappeler que cela fait 18 mois que le président Gbagbo est en détention, dont 7 mois de souffrance, de violation de ses droits, 7 mois de mauvais traitements. Nous avons montré tout à l'heure que les risques étaient inexistants, que les conditions de l'article 58.1b n'étaient pas remplies et que, par conséquent, il convenait de remettre le président en liberté provisoire. Merci. Je vous remercie. Nous arrivons à la fin de notre session publique, au moins que vous vouliez ajouter quelque chose. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui. Très, très brièvement, je souhaiterais répondre sur quelques points, Madame la Présidente. Et je serai très court, je vous le rassure. L'accusation doit seulement montrer qu'il n'y a pas de changement dans les circonstances. Et je crois qu'il y a peut-être une confusion du côté de la défense. La défense dit qu'on n'a pas apporté de nouvelles circonstances. Mais ce n'est pas du tout ce que le poids de preuve qui repose sur l'accusation. Quant à la défense elle-même, c'était à elle d'apporter des nouvelles circonstances, prouvant qu'une libération devrait être accordée. Elle ne l'a pas fait. Elle a principalement
réitéré des éléments qu'elle avait déjà soumis en juillet. Et puis, effectivement, elle a fait allusion à des circonstances nouvelles qu'elle évoquerait ensuite à huis clos, mais dont on ne sait pas exactement ce qu'elles sont. Une autre remarque assez brève. Les propos prêtés à l'accusation, une partie des propos prêtés à l'accusation par la défense, page 31 du transcript, sont inexacts. Un point rapide sur le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. La défense a fait un certain nombre de développements sur les liens entre les groupes pro-Gbagbo et le Mali pour mettre en cause les allégations, les propos tenus par l'accusation. Mais nous n'avons jamais été dans cette direction et nous n'avons pas parlé des connexions éventuelles avec le Mali. Donc tout cela n'est pas pertinent. Et enfin, concernant les experts médicaux, la volonté de M. Gbagbo de comparaître, d'abord c'est tout à fait self-serving, comme on dit en anglais, et puis surtout ce n'était pas l'objet de l'expertise des 3 experts. Donc on ne voit pas très bien non plus la pertinence de ces éléments par rapport au premier motif de maintien en détention qui est la volonté de s'échapper. Voilà, j'ai essayé de faire court, Madame la Présidente, mais en tout état de cause, c'est la défense d'apporter des circonstances nouvelles, pas à l'accusation d'apporter l'existence de circonstances nouvelles. On l'a fait, mais ce n'était pas notre devoir, notre charge. Madame la Présidente. Je vous remercie. Vous voulez ajouter quelque chose, Petratic? Merci, Madame la Présidente. Juste un mot sur ce que vient de dire le procureur. Nous avons parlé des circonstances nouvelles, des éléments nouveaux, en effet. Quand nous parlions de preuves que le procureur doit apporter, ce sont les preuves au soutien de ce qu'il avance. Il fait état lui-même, il fait état d'éléments tirés du rapport, et d'ailleurs à ce propos, l'accusation a divulgué l'intégralité du rapport, donc il est tout à fait normal et logique que l'on lise tout ce rapport pour en jauger la validité et la crédibilité, et que l'on fasse part ici de notre sentiment à ce propos. Mais ce sont les éléments, c'est le procureur lui-même qui les a apportés, en les présentant comme des faits. Non, ce ne sont pas des faits, ce sont des allégations. C'est il faut bien que nous puissions répondre. Des allégations. Le rôle de la défense, c'est de montrer en effet un changement de circonstances, de nouveaux éléments, des faits qui peuvent entraîner une vision différente des choses, et pour la Chambre et pour les parties. Nous avons essayé de présenter cela tout à l'heure, et surtout nous allons y revenir maintenant en détail. Mais quand il s'agit d'allégations venant du procureur, il est logique, normal, c'est un débat, de relever qu'il ne s'agit que d'allégations, en aucune manière de preuve. Pardon, merci Madame la Présidente. Je vous remercie. Si les parties et les participants n'ont rien de plus à ajouter, alors la session publique de l'audience est conclue. Et je vous remercie les représentants des victimes pour leur participation à la discussion, ainsi qu'au public qui a suivi l'audience. Et l'audience va reprendre après une pause de 30 minutes, c'est-à-dire que nous recommençons à 4h30. Et nous reprenons dans une session à huis clos, en présence uniquement du bureau du procureur, de la défense et des représentants du greffe. L'audience est levée. All rise, vous vous levez.